Benjamin Netanyahou a affirmé en fin de semaine dernière que l'Iran est en passe d'être décimé, ses capacités nucléaires et balistiques étant selon lui neutralisées, mais Téhéran résiste entre le blocage du détroit d'Ormuz, les frappes ciblées sur les pays du Golfe et Israël. Derrière l'unité de façade de la coalition, des divergences stratégiques entre Washington et Tel Aviv se font jour. Trump fait face à une crise du récit jusque dans son propre camp. Bonjour Héloïse Fayet. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste des questions de défense. Je vous propose d'entendre justement le discours de Benjamin Netanyahou jeudi dernier. Malgré les fausses informations qui circulent malheureusement depuis le début de la guerre, il y a 20 jours, nous sommes en train de gagner et l'Iran est en train d'être décimé. L'arsenal de missiles et de drones de l'Iran est en train d'être considérablement affaibli et sera détruit. Des centaines de leurs lanceurs ont été détruits, leurs stocks de missiles sont durement touchés, tout comme les industries qui les produisent. C'est important. Dans un premier temps, nous avons détruit des missiles et une grande partie de l'infrastructure nucléaire. Mais ce que nous détruisons actuellement, ce sont les usines qui produisent les composants nécessaires à la fabrication de ces missiles et des armes nucléaires qu'ils tentent de produire. Nous anéantissons leurs bases industrielles d'une manière que nous n'avions jamais employée auparavant. Un commentaire, Héloïse Fayet, à ce que vient de dire le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ça reste quand même une sorte d'aveu de faiblesse en fait, de la part d'Israël et des États-Unis, étant donné que, comme il l'a expliqué, la guerre dure depuis 3 semaines et en réalité, l'Iran est toujours capable d'exercer une très forte pression sur les pays de la région, y compris Israël. Depuis une semaine, en fait, le rythme des attaques est à peu près stable, c'est-à-dire qu'on est sur une vingtaine de missiles tirés par jour et environ 70 drones, avec en fait des sites de plus en plus sensibles qui sont attaqués par l'Iran. On en a parlé, la centrale notamment, enfin le site de Dimona en Israël. Et en face, c'est un site sensible ? Oui, effectivement. C'est donc, alors, même si l'Iran a en fait frappé la ville de Dimona et pas le complexe nucléaire, et vous avez quand même plusieurs dizaines de kilomètres entre les deux, ce qui nous fait dire que si jamais l'Iran avait vraiment voulu frapper le site nucléaire de Dimona, il l'aurait fait. Mais c'est un message en fait de la part de l'Iran montrant qu'ils sont prêts à taper des sites plus sensibles, étant donné que les États-Unis et Israël frappent aussi en Iran des usines de production effectivement de missiles, mais aussi à terme peut-être des centrales électriques et donc des installations civiles essentielles au bon fonctionnement du pays. Bon, donc quand Benjamin Netanyahou dit que l'Iran est en passe d'être décimé, non, l'Iran. Alors, ça dépend évidemment du nombre des forces que l'Iran souhaite mettre dans la bataille, mais la force de l'Iran, ce sont ses capacités asymétriques qui peuvent très difficilement être décimées. Donc, effectivement, le blocage du détroit d'Ormuz, pourquoi pas aussi des attaques terroristes dans la région, et puis l'emploi aussi de ces réseaux d'influence qu'on appelle des proxys au Moyen-Orient, au premier rang desquels l'Irak, dont on parle relativement peu, mais qui est clairement en train de subir en fait les conséquences de cette guerre entre l'Iran et Israël. C'est-à-dire justement, puisqu'on en parle peu, parlons-en, Héloïse Fayet. Oui, alors donc en Irak, vous avez une partie de l'appareil sécuritaire irakien qui est composée donc de milices, dont certaines sont très fidèles à l'Iran. Et en fait, ces milices sont en train d'attaquer notamment des bases américaines qui sont encore présentes en Irak, et plus grave encore, des institutions sécuritaires irakiennes. Donc en fait, vous avez deux parties de l'appareil sécuritaire irakien qui s'affrontent avec des morts. Donc imaginez que vous avez vraiment des paramilitaires irakiens proches de l'Iran qui ont tué des militaires irakiens. Ce qui rend en fait la situation extrêmement complexe à traiter pour le Premier ministre irakien, qui est tiraillé d'un côté entre une relative fidélité à l'Iran, étant donné que ce sont les forces pro-Iran qui l'ont mis en tant que Premier ministre, et puis de l'autre la nécessité de défendre la souveraineté de son pays, tout ça avec des frappes américaines régulières sur ces installations paramilitaires. Quel est l'état réel des forces militaires aujourd'hui en présence, Héloïse Fayet ? Alors vous avez évidemment les forces iraniennes qui se reposent de plus en plus sur des capacités asymétriques, avec une mobilisation surtout des gardiens de la Révolution. Alors certes, leur appareil sécuritaire et les hautes autorités ont été neutralisés dès les premiers jours du conflit par des frappes ciblées israéliennes et américaines, mais on voit bien que la décentralisation en fait, du commandement militaire leur permet de continuer les attaques contre les pays du Golfe et Israël.
Et puis en face, vous avez effectivement donc, l'aviation israélienne qui continue évidemment ses frappes sur le territoire iranien. Idem pour l'aviation américaine. Et puis vous avez cette inconnue en fait des pays du Golfe qui pour l'instant en fait se contente entre guillemets de se défendre contre les attaques iraniennes avec des systèmes de défense antimissiles qui fonctionnent plus ou moins bien selon les pays, mais dont leurs propres forces armées en fait ne sont pas encore entrées dans la bataille pour éventuellement contribuer aux opérations israéliennes et américaines. Bon, mais question naïve, est-ce que il est possible de défaire l'Iran? Je veux dire, ce pays a des capacités stratégiques importantes. Il est c'est un grand pays avec un certain nombre d'infrastructures prévues à cet effet, Héloïse Fayet. Tout dépend de ce qu'on veut, ce qu'on entend par défaire l'Iran, par provoquer. Est-ce que c'est provoquer un changement de régime? Est-ce que c'est effectivement neutraliser toutes les capacités militaires dont ils se sont servis contre Israël? Et on voit bien que les buts de guerre de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou sont absolument pas clairs. Leurs objectifs changent de jour en jour au fur et à mesure justement qu'ils se rendent compte que les opérations sont plus compliquées que prévu. Mais en tout cas, autant en juin 2025, lors des premières opérations israéliennes et américaines contre l'Iran, on comprenait à peu près l'objectif israélien-américain, c'est-à-dire neutraliser les sites nucléaires iraniens, quelques sites de lancement de missiles qui avaient notamment été utilisés lors de précédents affrontements en avril et en octobre 2024. Et ça avait relativement bien fonctionné, c'est-à-dire que la menace présentée comme imminente par Israël avait été réduite. Aujourd'hui, en fait, l'étendue des frappes est telle qu'on ne comprend pas tout à fait, en fait, quels sont les objectifs israéliens et américains. Comment cela se fait-il que l'Iran parvient-il toujours à lancer des missiles? Parce que l'Iran se prépare pour cette situation depuis des dizaines d'années et donc a réussi en fait déjà à cacher énormément de sites de lancement de missiles avec des lanceurs mobiles. Et donc là, on est sur une situation qui est très différente par rapport à juin, où en juin 2025, l'Iran attaquait surtout Israël avec des missiles de longue portée qui sont plus difficiles à camoufler, dont le tir, en fait, la procédure de lancement prend plus de temps, alors qu'aujourd'hui, on le voit bien, ils privilégient les frappes contre les pays du Golfe avec donc des missiles de beaucoup plus courte portée, 200, 300, 400 km, qu'ils peuvent cacher dans des grottes, dans des anfractuosités, à l'image un petit peu de ce qu'a fait en fait le Hezbollah contre Israël. Bon, mais Israël est touché. Il y a eu donc les frappes que vous évoquiez. Il y en a eu une sur Arad, donc une ville israélienne dans le Negev. Les habitants de Tel Aviv sont forcés d'aller dans les abris plusieurs fois par jour et par nuit. Cette situation est une situation qui montre la vulnérabilité d'Israël, quoi qu'on en pense. Alors oui et non, parce qu'en réalité, un tout autre État qui ferait face à un tel barrage de missiles, il y aurait en réalité beaucoup plus de dégâts. Donc là, on voit bien que les systèmes de protection antimissiles israéliens continuent de fonctionner. Alors certes, la question se pose au bout de 3 semaines de guerre, la question de l'épuisement de ces intercepteurs. C'était la question qu'on se posait déjà en juin 2025. Et puis surtout, il y a un récit en Israël de cette menace imminente de la part de l'Iran, de cette guerre existentielle. Et donc, à mon sens, les Israéliens sont encore capables d'endurer justement ce genre d'attaque. Après, c'est sûr que le fait que Dimona et Arad aient été frappés aussi durement pose la question de cette efficacité du bouclier antimissile israélien. Mais les États-Unis continuent aussi à contribuer à la défense de leurs alliés dans la région. Bon, il y a eu des divergences stratégiques entre Israël et les États-Unis. Oui, alors on voit aux États-Unis vraiment un mécontentement. Alors de la part des élus démocrates, on s'y attendait, mais aussi en fait une frange du Parti républicain qui, rappelons-le, a quand même élu Donald Trump sur la base de l'arrêt justement de ces guerres sans fin, de l'envoi de militaires américains à l'étranger. La guerre coûterait, selon les estimations, environ $1 milliard par jour aux États-Unis, avec des militaires américains qui ont été tués, des capacités stratégiques qui sont utilisées pour défendre Israël et attaquer l'Iran, alors qu'elles auraient peut-être mieux été utilisées dans l'esprit des républicains contre la Chine. Et donc oui, ça va être très intéressant de voir les conséquences sur la politique intérieure américaine, avec une possible augmentation évidemment des cours du carburant, et puis tout de même la perspective des élections de mi-mandat, donc les midterms, qui arrivent en novembre 2026. Mais tout ça peut
peut avoir effectivement une influence sur la politique intérieure américaine et la relation entre Israël et les États-Unis. Oui, alors effectivement, en plus, comme vous venez de l'évoquer, le coût est particulièrement élevé. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, Héloïse Fayet? Alors, je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais on voit bien que l'Iran ne s'est pas effondré, que le soulèvement du peuple, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, n'intervient pas. Donc ça, c'était peut-être 2 scénarios qui étaient envisagés. Donc est-ce qu'on peut imaginer une guerre d'attrition? Oui, alors c'est compliqué aujourd'hui d'imaginer une sortie de crise qui soit positive et surtout acceptable en fait pour la plupart des partis. Alors on l'a entendu. Alors bon, Benjamin Netanyahou ou Donald Trump peuvent dire, bah voilà, l'Iran est affaibli, on en reste là. Oui, effectivement, mais dans ce cas-là, je doute en fait que ça s'arrête là. En fait, on pourrait, dans ce cas-là, le danger de reproduire justement la dynamique de juin 2025, où, rappelons-le, le programme nucléaire avait censé être oblitéré par Donald Trump. On se rend compte qu'en fait, c'est pas le cas. Il y a toujours des installations qui peuvent potentiellement contribuer à un programme nucléaire iranien. Et donc, en fait, aujourd'hui, si effectivement Donald Trump ou Netanyahou déclarent victoire un petit peu trop tôt, il y a le risque que dans 6 mois, 1 an, ils se disent « Ah non, en fait, on n'avait pas fini le travail, donc on va y retourner ». Mais à mon sens, il y a vraiment 3 facteurs effectivement qui peuvent avoir un impact. Donc, c'est l'extension du conflit à d'autres pays dans la région, donc majoritairement l'Irak, pourquoi pas la Syrie, le Liban, et c'est déjà le cas avec Israël qui attaque régulièrement le Liban, la situation évidemment dans le détroit d'Ormuz, et puis les conséquences sur l'économie mondiale.